Sékou, pourrais-tu te présenter en quelques mots, présenter un peu ta trajectoire professionnelle et ton parcours militant et nous dire quelques mots sur l'organisation que tu représentes dans le cadre du FSM 2015. Merci pour m'avoir donné l'opportunité de faire cet entretien avec vous. Moi, c'est Sékou Diarra. Je suis un activiste militant depuis que nous étions élèves et étudiants pendant la dictature militaire au Mali, au sein de l'Union nationale des élèves et étudiants du Mali. Le même processus de lutte a commencé lorsque nous avions commencé la trajectoire professionnelle. Et plus précisément à travers la campagne Jubilé 2000 contre l'endettement des pays du Sud, qui a abouti au niveau de plusieurs pays africains à des coalitions de lutte contre le mécanisme injuste de l'endettement. C'est ce qui a abouti au niveau de notre pays à la création par un certain nombre de militants engagés progressistes de la coalition des alternatives africaines d'aide et développement, au nom de laquelle coalition, membres du réseau Charité Afrique, nous sommes leur partie prenante de ce forum de Tunis. En plus, moi je travaille dans le monde rural, dans le cadre de la formation rurale agricole. Je suis aussi au niveau du forum ici pour pouvoir représenter et être parmi les acteurs qui se battent pour une souveraineté alimentaire au niveau de notre Mali et en Afrique, donc en soutien avec les agricultures familiales, les agricultures paysannes et aussi pour la souveraineté foncière. Donc voilà en quelques mots ce que nous sommes et les différents réseaux à travers lesquels nous sommes partie prenante de cette édition du Forum social mondial de Tunis de 2015. Bien, dans le cadre donc, de ton action militante et professionnelle, pourrais-tu nous décrire l'impact aujourd'hui de la dette publique, puisqu'elle revient sur le devant de la scène médiatique sur tous les continents. Quel est l'impact de la dette publique au Mali aujourd'hui et quelles sont les luttes qui sont aujourd'hui portées au Mali contre l'endettement public notamment? Bon, on doit même parler des impacts de la dette publique aujourd'hui dans notre pays, parce que la dette reste le problème le plus récurrent et le facteur le plus important de domination de notre pays depuis la période coloniale et les 5 ans à 55 ans d'indépendance. Quand on dit la dette publique, nous analysons là-dedans la partie bilatérale et la partie multilatérale. La partie bilatérale nous met en lien avec certains pays comme la France, en lien avec certains pays comme la Chine, c'est des natures de dette bilatérale, etc. Et ça nous met aussi en lien avec la partie multilatérale qui est colonisée par certaines institutions responsables du niveau de délabrement et de saccage des droits sociaux au niveau de notre pays. J'ai fait allusion au Fonds monétaire international, j'ai fait allusion à la Banque mondiale. Donc, quand nous parlons d'impact, nous sommes un pays à vocation agro-silvo-pastorale. Normalement, à partir de ce secteur qu'on qualifie de primaire, notre pays doit pouvoir se développer parce que 60 à 65% de notre population vit dans le milieu rural, avec comme activité les cultures vivrières, avec comme activité la pêche, l'élevage, l'artisanat et d'autres mécanismes de transformation et de commercialisation de ces produits. Mais qu'est-ce que nous voyons?
le phénomène d'appauvrissement que les dominants appellent la pauvreté, ce phénomène est présent à quel niveau? Ce n'est pas dans la ville, c'est dans le milieu rural. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre agriculture liée à la dette publique bilatérale ou multilatérale est orientée vers l'exportation. Cela fait aujourd'hui que la majeure partie, je peux dire plus de 98% de notre population rurale est incapable de vivre de leur production agricole plus de 6 mois sur 12. Vous voyez déjà, si 65 à plus de 65% de la population vivent dans la misère, n'arrivent pas à vivre de leur métier de paysan, parler de l'impact de la dette, c'est aujourd'hui une question cruciale. Je prends aussi certains aspects de la ville. Aujourd'hui, nous assistons à un chômage massif dans notre jeunesse. L'incapacité de notre pays de créer des emplois, c'est dû à quoi? À un phénomène qui justifie l'endettement et le remboursement de la dette. C'est le phénomène des programmes d'ajustement structurel, rebaptisé aujourd'hui cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, qui a privatisé tous les pans de l'économie, les secteurs pouvant créer de l'emploi à notre jeunesse, diplômée ou non diplômée. Donc, cela aussi est un élément d'impact de la dette publique dans ses multiples composantes. Un autre phénomène de l'impact de la dette publique, c'est cette féminisation croissante de l'appauvrissement. Moi, je ne dis pas de la pauvreté. Hein. Je refuse dans cette interview, je veux que vous mettez l'accent que le Mali n'est pas un pays pauvre, c'est un pays appauvri. Donc il y a une féminisation de l'appauvrissement aujourd'hui parce que les femmes constituent à plus de 51% de notre population. Et elles sont présentes sur toute la ligne dans les processus de production agricole, transformation jusqu'à la commercialisation. Donc, voilà un ensemble d'impacts liés à ce phénomène de la dette publique, composante bilatérale et multilatérale, mais il inclut une nouvelle forme de dette liée à la microfinance et au microcrédit. Vous savez, ce phénomène qui est né en Bangladesh a été récupéré aujourd'hui par la Banque mondiale et ses alliés. Et la Banque mondiale est la plus grande prêteuse de microcrédit. Ce qui fait aujourd'hui que dans notre société, que ce soit les étudiants, les femmes, elles sont de plus en plus transformées en un outil de remboursement perpétuel des microcrédits avec des taux usuriers pouvant atteindre jusqu'à 40%. Donc, au niveau, c'est ce qui fait que plusieurs structures, à commencer par les coalitions que nous avons mises en place contre la dette, pour le suivi du budget, contre le comportement mercantiliste et appauvrissant des sociétés minières dans notre pays. Et au niveau du monde rural, il y a la coalition des femmes rurales qui aujourd'hui, alors dans leur globalité, se battent contre ces phénomènes. Au niveau même du forum, il y a beaucoup d'organisations. Par exemple, il y a l'Union des deux menus, il y a les forums. Tous ces acteurs-là ont compris qu'en allant dans une certaine convergence, on peut toucher plusieurs thématiques, mais si nous analysons ces thématiques-là, nous trouvons que la cause, la racine de ces problèmes, c'est la question de l'endettement. Donc nous nous retrouvons pour se battre parce que lié à la question de la dette, il y a ces phénomènes interconnectés, des crises financières, des crises économiques, des crises climatiques, des crises alimentaires, et ainsi de suite. Donc voilà un peu au niveau de notre... Mais quand vous disiez les luttes aujourd'hui contre l'endettement, il y a notre pays, le Mali, avec de multiples organisations. Mais nous avions compris que nous seuls, nous ne pouvons pas grand-chose contre ces phénomènes. C'est ce qui fait que nous nous retrouvons au niveau africain
dans un réseau qu'on appelle le réseau CRTM Afrique, dans un réseau qu'on appelle le ROAD, le réseau ouest-africain de lutte contre la dette. Nous nous retrouvons aussi à travers un regroupement qu'on appelle le Jubilé Sud. Donc, au niveau africain, mais au niveau aussi international, on est avec beaucoup d'autres coalitions, notamment le CRTM international, qui est une grande coalition qui a fait du travail de qualité en termes de culture politique des citoyens sur la question de l'éducation et de l'endettement, et qui a aussi fait de solides productions d'outils pour aider les masses sociales, les masses engagées, les peuples engagés à comprendre les mécanismes et les systèmes de l'endettement. Donc voilà, aujourd'hui, on ne manque pas d'alternatives. Et il y a eu, contrairement à ce que beaucoup de gens, même la Banque mondiale, qui essaient de faire croire comme si nos luttes n'ont rien servi, ils ont reculé combien de fois? J'ai toujours dit à des gens que l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés n'est pas tombée du ciel, hein, parce que nous, on était là. Nous avions porté au G8 de 2000 au Japon plus de 2 millions de signatures des peuples. Cela quand même les a montrés à comprendre, attention, les peuples ne dorment pas. Si on ne fait pas attention, ils risquent de se révolter. Voilà. Et justement sur les initiatives qui ont été mises en place localement ou régionalement en Afrique, oui. Quelles sont celles qui sont aujourd'hui les plus efficaces ou les plus prometteuses et qui permettent justement aux agriculteurs de pouvoir s'en sortir? Bon, vous savez, il est souvent difficile de catégoriser ou bien même de qualifier ces mouvements. Il y en a quand même qui sont restés constants dans leur prise de position, dans leurs revendications et dans leur lutte. Je prends ces organisations qui se battent contre la question de l'endettement. Dans leur majorité des cas, elles sont restées liées à la thématique de la dette. Comme il y en a aussi qui ont évolué sur d'autres thématiques, je ne dis pas que c'est mauvais, mais ça noie souvent alors ce thème central. Cela peut se comprendre parce que ceux dont nous combattons ont aussi développé des stratégies d'instrumentalisation liées à la question du financement de ces luttes. Je prends la Banque mondiale. La Banque mondiale n'a pas laissé ces mouvements-là alors libres dans leur lutte. Elle les a infiltrés, même essayé de leur miroiter des financements pour les amener vraiment à être désorientés ou bien à rentrer dans une logique de lutte émotionnelle. Donc je peux comprendre que plusieurs de ces organisations sont dans une position de lutte émotionnelle et sont même devenus les gestionnaires du système parce qu'on les amène à s'occuper des conséquences et non de la racine. Donc aujourd'hui, c'est une insuffisance qu'il faut observer, même si au niveau du milieu rural, périurbain et de l'urbain, il y a certaines organisations alors qui restent malgré la situation dans leur ligne. Donc on peut lire parmi ces organisations plusieurs qui sont dans les coalitions de lutte contre l'endettement, qui n'ont pas accepté vraiment à se faire distraire ou bien à se faire instrumentaliser par un quelconque système de financement lié souvent même au financement de l'État. Ce n'est pas seulement la Banque mondiale. Il y a aussi certains gouvernements corrompus qui sont des facteurs de l'évasion fiscale et de la fuite des capitaux, qui sont devenus des grands pourvoyeurs de fonds au niveau des paradis fiscaux, qui aussi laissent pas ces mouvements en paix. Et est-ce qu'il y a certains donc de ces mouvements qui ont pu mettre des solutions concrètement en place qui permettent de pallier les financements, d'éviter les financements
de la Banque mondiale et pour autant qui permettent le développement local et le financement local des paysans. Bon, plusieurs de ces organisations, en termes d'alternatives, ont d'abord utilisé l'outil de l'audit citoyen, l'outil de suivi du budget, et qui sont des moyens, avec un gouvernement sérieux, de pouvoir dégager certaines parties des fonds qui peuvent permettre vraiment d'être injectés dans le secteur social. Mais en termes aussi d'actions concrètes, il y en a qui ont inventé des systèmes alors, de la finance et des crédits populaires, dont l'enracinement par des populations dans le milieu rural à partir de leurs champs, dans leurs regroupements, pour pouvoir partir de leur propre épargne, pas seulement en termes d'argent, de monnaie, mais l'épargne en nature, pour pouvoir mobiliser eux-mêmes des formes d'investissement, des formes de financement de leur activité. Donc ça les a amenés à être dans une certaine autonomie, dans une certaine indépendance en vis-à-vis des fonds de domination de ces institutions financières, que ce soit internationales ou dans les pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a une interconnexion entre la logique de la Banque mondiale, les banques centrales au niveau de notre pays, les banques classiques, et même les institutions, un nombre important d'institutions de microfinance. Bon, mais plus nous avions, par exemple, nous au niveau du Mali, on a certaines organisations qui se battent aujourd'hui pour une autre agriculture. Je prends le groupement interprofessionnel biologique, je prends le centre intégré de formation agricole, le centre intégré de formation agricole, l'université de l'agroécologie. Je parle d'autres organisations qui ont pu mettre en place, qui ont pu amener les paysans à partir de leur savoir endogène pour revenir sur ces formes de production alors respectueuses de la nature et de l'environnement. Des systèmes agraires de production qui se sont démarqués entièrement de l'utilisation des produits chimiques de synthèse. Dans notre pays, il y a aujourd'hui beaucoup de coopératives qui sont des coopératives de production des produits maraîchers organiques. Il y en a qui ont inventé la production du coton organique avec des cultures associées. Bon, et à travers l'engagement dans ces formes-là, ils ont aussi attaqué la question du commerce en essayant d'inventer des systèmes de commerce équitables, des systèmes de commerce justes, ainsi de suite, qu'ils ont permis de mettre en relation les producteurs et les consommateurs et les transformateurs en développant une autre éthique. Parce que la question de l'éthique dans la finance, l'éthique en lien avec l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui en avant de ces luttes-là par ces organisations. Et quel est l'impact, on parlait donc de ces formes d'organisation qui permettent de dépasser les contradictions du système, à la fois sur les modes de production, mais aussi sur les financements asymétriques qui appauvrissent les populations. Quand tu parlais tout à l'heure d'audit public et citoyen, donc c'est une forme de réappropriation des finances publiques. Quelle est la marge qui est réelle quel est l'impact réel de ces formes d'organisation populaire face aux traités économiques internationaux qui peuvent être passés soit en Afrique avec notre pays africain, soit avec l'Union européenne ou la France. Quelle est leur place? Est-ce que c'est quelque chose qui va être très marginal ou c'est quelque chose qui prend de l'importance? Bon, moi, je ne minimise pas ces alternatives citoyennes aujourd'hui parce que les citoyens qui les portent ont compris leur rôle en tant que sujet politique et en tant que sujet juridique.
C'est ce qui fait qu'ils ne reculent pas. C'est ce qui fait que l'éthique qu'ils sont en train de construire arrive à démasquer ce que vous appelez les traités économiques internationaux et bilatéraux. Je prends le cas de l'OMC. Il y a eu combien de mobilisations pour affronter les règles injustes de l'OMC qu'on appelle l'AGCS, l'accord général de commerce des services, qui n'est autre chose qu'un accord lié à la marchandisation de la vie, jusqu'à l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, même les cimetières, qu'il faut que tout ça, ça soit marchandisé. Les gens se sont révoltés. Ils ont démasqué l'OMC. Ils ont compris que l'OMC n'est autre que l'instrument de notre insertion violente dans le marché mondial. Ces formes de lutte régissent encore. Ça ne donne pas le temps à l'OMC et à ses alliés de dormir. Donc ils sont obligés d'inventer chaque jour. Mais je prends aussi le cas des APE. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire APE? Les APE, c'est les accords de partenariat économique. C'est une invention de l'espace européen. Pour aussi dire à l'OMC, nous aussi on est là. Si l'OMC est piloté par la banque, par les États-Unis et ses alliés, les APE sont une création de l'espace européen, de l'Union européenne et sa Commission européenne, alors antidémocratique et anti-citoyen. C'est ces APE-là qui ont été imposés aux ACP. Les ACP, c'est l'Afrique, le Pacifique et les Caraïbes, qui sont des partenaires alors potentiels dans le cadre des libre-échanges avec l'Europe. Au niveau africain, l'espace, l'Afrique de l'Ouest, les APE sont... Il était dit que les APE devaient être signés en 2007. Mais en 2007, il y a eu des résistances partout dans les ACP. La CEDEAO même, à travers ses mouvements, notamment l'Europa qui est la grande parapluie des organisations paysannes, mais nous, nos organisations aussi, les États étaient arrivés à comprendre que les APE sont contre le droit à la vie et de vivre ensemble dans nos pays. Que les APE ne visent qu'à cette réinsertion violente dans le système des marchés mondiaux. Ils ont refusé de signer. On a vécu ça jusqu'à ce que la Commission européenne, qui n'écoute même pas le Parlement européen, est arrivée à redéfinir d'autres stratégies en essayant de faire des APE ciblés, pays et espace régional. Les PAPEP rentrent dans cette logique-là. Les PAPEP, c'est les APE au niveau régional. Est-ce que vous voyez? Nous, on avait refusé des APE et retournent maintenant sur de nouvelles formes, comme des conditionnalités à l'accès à l'argent, au financement de l'espace européen, que ce soit ces financements multilatéraux comme le fonds FED, que ce soit ces financements au niveau bilatéral avec certains pays comme la France, etc. Les APE sont miroités aujourd'hui. Si vous ne les signez pas, alors nous n'allons pas financer telle ou telle chose. Parce que c'est devenu un cadre de référence de la politique européenne au niveau de nos États. À l'intérieur de quel cadre de référence? Ce sont les privatisations. C'est une nouvelle dimension de coopération qu'on appelle les PPP, les partenariats publics-privés. Alors que si aujourd'hui notre économie est terrassée, si aujourd'hui nous ne sommes même plus capables de nous développer de nous-mêmes, parce que les APE sont devenus une dictature de collaboration entre les industries, entre les grands opérateurs européens et nos États. Quand on dit partenariat public-privé, là, c'est privé. Il n'y a pas des entreprises africaines, maliennes là-dedans. Hein. C'est les grands privés, la transnationale, qui viennent prendre toute la part alors, de ressources, toute la part d'économie au niveau de nos États. Ensuite, quand vous prenez les APE et que vous rentrez dans sa lecture, même en lien avec la question
je ne sais quoi, agricole, la question de l'accaparement des terres, aujourd'hui, c'est une relation entre ceux qui ont les ressources naturelles, mais qui sont qualifiés de pauvres comme le Mali, et ceux qui ont les moyens et qui ne disposent pas de terres. C'est les relations qui s'appellent les partenariats public-privé. Et d'un point de vue interne, Oui. qu'est-ce qui aujourd'hui empêche un certain nombre d'évolutions démocratiques et qui favorise ces accords transnationaux et ces transnationales? Bon, si on parle de démocratique, ou bien de démocratie, moi je vous dis, cette démocratie qui nous est venue de la rencontre de la Bolle dans les années 90 ne contient aucune valeur africaine, aucune valeur malienne en termes de démocratie. C'est une construction démocratique par les hauts, ceux qui ont l'argent, ceux qui savent faire leur dictature sur nos pays, ceux qui nous ont colonisés, c'est eux qui ont inventé. Et regarde, la démocratie, quand nous prenons les définitions classiques, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Mais depuis la Bolle en 90 à aujourd'hui au Mali, il n'y a aucune élection qui soit démocratique. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas voix au chapitre. Ce n'est pas tes belles idées, ce n'est pas ta lutte engagée pour que le Mali soit un pays souverain qui rentre dans la tête des gens. Autant j'ai parlé dans mes propos antérieurs de la marchandisation de la vie, il y a une marchandisation de cette démocratie. Ce n'est pas la voix du peuple qui élit les élus aujourd'hui, c'est le pouvoir de l'argent. Donc, si tu parles d'obstacles, un des premiers obstacles, c'est d'abord ça. Quelle nature de démocratie? Nous, on souhaiterait que la démocratie que nous développons puisse venir d'en bas, puisse venir des paysans, que les paysans soient partie prenante de la définition des agricultures familiales. On nous parle aujourd'hui qu'il faut moderniser l'agriculture. Si nous avions notre propre système de démocratie, on allait dire que cette modernisation des agricultures familiales doit partir d'abord du champ du paysan, de la cuisine du paysan, du marché local que les paysans fréquentent. Mais c'est une modernisation d'en haut. On va où? Donc, parmi aujourd'hui les obstacles démocratiques, il y a une instrumentalisation de la presse. Chez nous, il y a eu cette multiplication de la presse. C'était un acquis, c'était quelque chose d'important, de positif. Mais aujourd'hui, il y a quoi? Comme vous le constatez, il y a une imitation de la société de l'informatique à l'économie de l'informatique, construite par la mondialisation, au cœur duquel il y a l'argent. La stigmatisation est devenue aujourd'hui l'approche de plusieurs organes de presse orale et écrite. On les a dit, essayez de réfléchir dans cette citation de ce grand sociologue-là, qui a, comment même il s'appelle, qui a dit que, j'ai oublié le nom de ce grand sociologue, il a dit, si vous rentrez dans la tête de quelqu'un et que vous l'instrumentalisez dans sa tête-là, ses deux mains et son cœur vont vous suivre. C'est ce travail-là que la presse fait. C'est pourquoi moi, je vous dis très sincèrement, peut-être que c'est une insuffisance à mon niveau. Moi, je peux faire une année, je n'écoute pas RFI. De moi-même, peut-être que je ne peux pas t'empêcher de ne pas mettre ta radio à RFI, mais moi, je ne les écoute pas. Parce qu'elles sont rentrées dans cette logique de la société, de l'économie de l'information, de la manipulation. Tu vas amener l'information à la place de ceux qui doivent pouvoir l'exploiter. Voilà. Justement sur la stigmatisation et l'information, Ouais. est-ce que tu pourrais nous dire
nous tracer rapidement quelle est la situation démocratique et la situation, alors pas forcément démocratique d'ailleurs, mais la situation qui est vécue aujourd'hui au Mali, aujourd'hui dans la presse en France. L'essentiel des informations qui passent autour du Mali sont liées à la secte Boko Haram et aux attaques de Boko Haram ou aux interventions qui sont liées au contingent français. Comment est-ce que c'est vécu là-bas et quelle est la réalité de ce que vivent les Maliens? Bon, la réalité que vous, les Maliens, doivent nous amener à dire que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas une chose nouvelle. C'est une construction bien avant les indépendances. Et vous n'êtes pas sans savoir quand les États africains se sont battus pour leur droit à l'autodétermination, pour leur droit à la souveraineté des peuples, ceux qui colonisaient se sont réorganisés. Dans ça, notre histoire nous enseigne de cette stratégie élaborée par la France du temps de René Gauthier, signée par Houphouët-Boigny, qu'on appelle l'OSRS, l'Organisation commune des régions sahéliennes, qui était la construction d'un État artificiel, dont un bout venait du Mali, un bout de la Mauritanie, du Niger, du Tchad et de l'Algérie. Il y avait ces rêves-là. Donc malgré que nous soyons dits pays indépendants, chose qu'il faut vérifier, parce que l'indépendance sous-entend à la fois une indépendance politique et économique. Alors, il y a eu cette reproduction temporelle de ces conflits. Combien de fois il y a eu de rébellions depuis le temps de Modibo, au temps de la dictature militaire, au temps de ces régimes dits démocratiques. Combien de fois? Qui sont derrière? Ceux qui entretiennent ça, même au niveau de notre pays, qu'on appelle les rebelles, quel est leur niveau de représentativité? C'est une construction de la mafia internationale, avec leurs alliés au niveau pays et au niveau international, avec des enjeux géopolitiques et géostratégiques, de domination. C'est des questions de ressources. Comment contrôler ces ressources-là? Donc c'est ce qui fait que, si vous me parlez de Boko Haram, dans le cas du Mali, il n'y a pas de Boko Haram. Boko Haram, c'est dans l'espace Nigeria là-bas. C'est une fabrication pour déstabiliser le Nigeria. Mais chez nous, c'est la MLA. Et même s'il y avait d'autres, les Moudjah, Hakimi, etc. Mais les MLA, c'est une construction de Sarkozy. De la France, en quelque sorte. C'est pas seulement de Sarkozy, parce que même quand Yolande est venu au pouvoir, il a dit que les hommes partent, mais les intérêts de la France restent. Il a carrément dit. Donc ça voudrait dire que ce qui s'appelle Boko Haram là-bas, et ce qui s'appelle chez nous MLA, Moujao, etc., bon, c'est les noms. C'est comme toi, tu t'appelles X, moi je m'appelle Y. Mais si nous sommes construits dans les mêmes idées, dans les mêmes façons de faire, la réalité de notre mission reste la même. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la France, vous devez il faut aider les citoyens à comprendre que Boko Haram c'est de l'autre côté, MLA c'est au Mali là-bas, Moujao c'est au Mali là-bas, Ansardine c'est au Mali là-bas, et avec leur grand réseau souvent appelé ACMI, etc. Al-Qaïda. Donc il y a tout ça là, ne sont pas détachés de la mondialisation néolibérale. Ainsi de suite. Donc, suivant les intérêts, il y a un rapprochement des acteurs avec des stratégies de sortie, avec des stratégies d'action. Donc, dans ces stratégies, aujourd'hui, au Mali, on parle, à un moment donné, on a parlé de Serval. Serval, c'est une construction de la France. C'est l'armée française. Mais c'est le positionnement aussi de la France. Parce qu'entre eux dominants, il n'y a pas d'uniformisme, mais il y a des contradictions. Il y a un conflit entre l'impérialisme premier et l'impérialisme second.
entre l'impérialisme premier, l'impérialisme second et les pays émergents, il y a encore des contradictions. Donc, de ce point de vue, Serval aussi a été créé pour que la France puisse se positionner. La France aime dire que mon précaré, comme si une partie de l'Afrique a été créée par le Dieu pour être vraiment une propriété de la France. Donc, il y a une intervention, une soi-disant intervention de Serval au Mali, mais c'était un montage. Il n'y avait rien derrière. C'était un montage stratégique pour permettre à la France, dans le débat international, de dire que oui, il y avait ces rebelles-là, je ne sais pas quel est le nom, qui voulaient envahir le Mali. Nous sommes venus le sauver. Est-ce qu'ils sont venus sauver le Mali parce que le paysan malien l'a demandé? Parce que l'ouvrier malien l'a demandé? Parce que les jeunes qui souffrent l'ont demandé? Ce n'est pas ça. Ils ont fabriqué Serval et autre chose parce qu'ils voulaient se positionner dans la géopolitique et dans la géostratégie internationale. C'est leur business. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, il y a un accord qu'on parle, l'accord d'Alger, qui a été paraphé. Paraît-il que je ne sais pas, au moment où je parle si c'est signé, mais ça a été paraphé. Mais quel est le Malien qui aime le Mali, qui approuve cet accord-là? Ok. Ceux qui parlent bien de cet accord-là n'ont rien à voir avec la misère aujourd'hui imposée aux paysans maliens, aux ouvriers maliens, à la jeunesse du Mali, aux intellectuels honnêtes du Mali. Tout le monde rejette. Parce qu'ils ont compris que de façon intelligente, il y a la suprématie d'une ethnie qu'on veut placer sur les autres ethnies. Tout le monde sait que le Mali, c'est un pays à dimension multiséculaire, historique et culturelle. Nous avions la chance, il y a plus de 50 ethnies au Mali. Mais comment se fait-il qu'on va aller fabriquer derrière une ethnie en le qualifiant de minorité et en même temps, en rentrant à l'intérieur de ça, prendre des gens qui ne vivent que des conflits, qui ne vivent que dans le trafic d'armes, dans le trafic de marchandises, des choses comme ça. Donc voilà un peu. Et quand on parle de ces questions de stigmatisation de l'information, etc., voilà une des réalités. Mais cette stigmatisation aussi n'épargne pas les gens qui aiment le Mali. Aujourd'hui, tu te bats pour le droit des paysans à la terre, tu es vu comme un ennemi de l'international. Les accaparateurs de la terre ne veulent pas te voir. Tu te bats pour une éducation de qualité, tu es vu comme un ennemi du Mali. Tu te bats contre la marchandisation de la santé, des hôpitaux pour les riches et des hôpitaux pour les pauvres, tu n'es pas bien vu. Tu te bats contre les OGM, on te qualifie d'anti-progrès. Vous voyez dans quel type de monde on veut imposer aux pays africains, notamment au Mali. Mais avec la complicité d'une certaine élite, parce qu'il faut que nous soyons aussi honnêtes et objectifs. Ces gens qui n'ont rien compris, qui ont été aussi dans les universités occidentalisées avec toute l'idéologie néolibérale, qui ne cherchent pas, qui ne comprennent même pas qu'ils ont une dette à payer aux paysans, au peuple du Mali, qui les a envoyés à l'école. Donc voilà un peu la situation de stigmatisation. Ben, je te remercie, Sékou. Voilà, merci à vous aussi.